Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous savons de sources sûres que Emmanuel Valls a déposé un nombre assez conséquent de candidatures, mais que, hélas, c'est Monsieur Bayrou qui va endosser le costume de Premier ministre. Vous me direz, enfin un gouvernement est nommé, et à cela je répondrai oui, mais la nomination étant à la date du 13 décembre, faut-il y voir la chance d'un avenir sérieux, ou l'inverse, je reste dubitatif, sans avis sur l'un ou sur l'autre. Je suis centriste, voilà l'expression que je cherchais. Allez, bonsoir à vous et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil National de Transition France, canal historique avec Philippe, avec Jean-Pierre et avec vous qui nous faites l'honneur de nous accompagner juste avant le week-end. Bonsoir, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Oui, alors effectivement, monsieur Bayrou, Abemous Papam, on disait autrefois quand la fumée était blanche. Et là, on a mis du temps pour savoir qui serait le Premier ministre, alors qu'on le savait déjà, mais on savait que ça serait probablement lui à 100%. Et puis, il est pris court quand même que c'était pas gagné. Au dernier moment, Monsieur Macron avait choisi quelqu'un d'autre dont on ne connaîtra pas le nom, en tout cas pas officiellement. Et puis donc, il avait convoqué Monsieur Bayrou pour lui exprimer ses regrets. Et puis finalement, à ce même moment, il y a eu un revirement de situation dont on connaîtra les détails sûrement un jour, tel que Monsieur Bayrou s'est retrouvé à nouveau en selle pour être Premier ministre. Quelle aventure! Ça a dû lui faire du choc à ce monsieur, j'imagine. Donc Monsieur Abemous Bayrou, si je puis dire, c'est-à-dire que désormais, voilà, on a un Premier ministre, car il en faut un dans la réglementation de la Constitution de la Ve République. Sans quoi, effectivement, ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans les fonctionnements normaux. Mais simplement, le constat, c'est de dire que ça n'a pas marché avec Attal, ça n'a pas marché avec Monsieur Barnier. Pourquoi est-ce que ça marcherait avec Monsieur Bayrou, qui est lui dans une composante, je dirais, centro-centriste? Monsieur Macron, lui, avait réussi à faire travailler les extrêmes ensemble. Mais Monsieur Bayrou, c'est la quintessence des extrêmes ensemble déjà. C'est donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus qui puisse satisfaire les uns et les autres? Rien. Il va pouvoir faire ce qui satisfait les uns mais pas les autres, ça oui. Et ça va pas faire une majorité comme d'habitude. Donc on se pose même pas la question de savoir ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est un autre blocage. En attendant des événements qui vont mettre fin à cette ronde, car c'en est une, ce défilé des premiers ministres putatifs ou candidats à la fonction, parce que chaque fois que les premiers ministres rentrent dans la fonction, ils y gagnent quelque chose. Déjà, d'une part, effectivement, la fierté d'être Premier ministre de la France, ça c'est bien, c'est peut-être aussi, comment dirais-je, glorieux qu'à l'époque d'un De Gaulle ou même d'un Giscard, mais ça vaut ce que ça vaut. Sous Monsieur Macron, c'est bon à prendre. Et puis, ça leur assure également des revenus, évidemment, subconséquents, et par lesquels ils peuvent voir l'avenir rose. Voilà. Et bon, voilà. Donc, et puis, ça correspond aussi, en ce qui concerne Monsieur Bayrou, reconnaissons-le, l'aboutissement d'une vie, car il n'a jamais caché que c'était un poste qu'il briguerait toute sa vie. Et là, il y est. Welcome, on a envie de lui dire, prenez-y beaucoup de plaisir, parce que je ne suis pas sûr que les Français aient l'occasion d'en prendre, et ceci, quelles que soient par ailleurs vos décisions en tant que Premier ministre. Donc voilà, ce qu'on peut dire. Il faut savoir une chose, Philippe, c'est qu'il y a également le gouvernement Attal et le gouvernement Barnier qui, eux, n'ont plus aucune légitimité, mais qui, par contre, continuent à faire des lois, à exister. The show must go on, mais c'est vrai qu'il faudrait pas qu'ils passent des lois au dernier moment, comme on dit, comme l'avait fait Monsieur Valls, souvenez-vous, à un moment où il sortait, il est parti un 5 décembre, je crois. Il était Premier ministre et il a sorti une loi dont je me souviens plus exactement le contenu, mais qui était majeur, qui changeait la donne. Donc c'est aussi une autre façon de faire que le 49.3, si je puis dire, de faire passer en force une loi au moment où on s'en va, où tout le monde a un pied dehors, où personne ne regarde, et crac, on vous en glisse une, comme on dit, qu'on va traîner pendant toutes les législatures suivantes. Donc voilà, ça c'est pas apparemment, j'espère que c'est pas ce qui s'est passé avec Monsieur Barnier, qui n'a pas eu le temps de se faire connaître des Français à ce poste, ni à d'autres, puisqu'il a toujours été européen et non pas franco-français, sauf à être, je crois, président de région de la Savoie de Savoie ou président je ne sais plus quoi en Savoie. Donc voilà, nous en sommes là. Donc on va attendre les résultats de ce prochain fiasco annoncé, puisque c'en est un. Je dirais que les constantes économiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on plonge doucement.
mais sûrement, dans un scénario à la grecque où la France n'a plus d'argent, où la France emprunte sur les marchés à un taux qui est à peu près celui de la Grèce dans pas longtemps en tout cas. Alors on n'a rien contre la Grèce, hein, au contraire, mais simplement il faut constater que ce pays s'est fait agresser par le FMI à un moment donné et a été rentré de force dans le FMI et depuis qu'il y est, rien ne va plus pour ce pays, quoi. Voilà. On pourrait parler de la notion de motion de censure, la loi contre la motion de censure qui va être votée évidemment dès le début de Monsieur Bayrou. Alors ça, par contre, oui, la motion de censure, sera-t-elle votée, sera-t-elle pas votée comme elle l'a été pour Monsieur Barnier? Ça, c'est une autre affaire. La réaction des partis, je dirais à titre personnel, m'a différé un petit peu, puisque Madame Le Pen a tenu le même discours que la dernière fois avec Monsieur Barnier, avec une petite variante, mais en fait, ça reviendra au même. Monsieur Mélenchon, même chose à gauche. Voilà. Mais là, il y aura même plus d'histoire de motion de censure, puisqu'il y a une loi qui doit être votée justement contre la motion de censure. Ça ne doit plus exister. Ah, d'accord. Alors ça, je n'avais pas saisi, pardon. Ouais. Alors ça, je savais pas, donc je vais pas trop en parler. Par contre, ça me ramène vers le fait que quand les règles ne sont pas bonnes et que surtout les résultats qu'on obtient avec les règles en place ne sont pas bons. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change les règles? Bah oui, on change les règles. Change les règles. Est-ce qu'on attend la fin du jeu pour changer les règles? Ah ben non, on change les règles pendant le jeu. Alors à quoi je fais allusion directe? Je fais allusion à l'élection de Monsieur Georgescu, et ce ministre, ce politicien roumain dont on a déjà parlé récemment et qui vient de se faire coiffer, c'est-à-dire que on a carrément annulé la procédure des élections pour une élection présidentielle, hein, donc en Roumanie, et on a annulé la procédure des élections à la fin du premier tour, quand il a été vu que ce monsieur Georgescu, contre toute attente et contre tout espoir évidemment, allait gagner les élections au deuxième tour, c'était évident. Donc là, stop, on arrête. C'est un juge qui dit on annule les élections, ça va pas du tout. Le monsieur Georgescu, il est plus ou moins fasciste, il est plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Donc c'est pas possible. Donc on annule. Alors voilà, donc nous en sommes là. Quand quelque chose n'arrange pas un gouvernement, aujourd'hui, on annule. Alors c'est pas simplement, on croyait que c'était spécifique à la France, mais on s'aperçoit que non, ça n'est pas spécifique à la France. On s'aperçoit que c'est également une méthode qui a lieu au niveau européen. Souvenons-nous de ce qu'a fait Madame van der Leyen au sujet de Monsieur Breton, Thierry Breton, notre Français national, qui a fait un petit tour et puis qui est reparti. Qui a été nommé puis dénommé par Madame van der Leyen suite à son échec personnel concernant les relations avec Monsieur Elon Musk. On va pas revenir là-dessus. Et donc voilà, donc nous on est toujours, on vote jamais, on vote pas pour ça. On est juste condamnés à regarder passer les trains, si je puis dire. Hein. Et nous Français qui ne sommes pas dans une logique de république et qui ne sommes pas dans une logique de démocratie. Puisque nous sommes condamnés à regarder deux représentants nous représenter et dire autre chose que ce que nous pensons, eh bien, tant que ce système-là durera, évidemment, il n'y aura pas de liberté, hein, voilà, tout simplement. Tu as dit le terme qui justement fait du bien juste avant le week-end que l'on va passer en totale liberté. Oui, mais juste avant, nous allons réfléchir là-dessus. Quoi faire de nos libertés? J'adore le dire, liberté. Ah. Liberté. Alors c'est un peu galvaudé, tout le monde ne sait pas ce que ça regroupe, Dans l'Antiquité, effectivement, la liberté, c'était quelque chose de très simple à concevoir. C'était la différence entre la liberté et l'esclavage. On était soit un esclave, soit un homme libre. Alors dans la catégorie homme libre, on pouvait être plein de choses. On pouvait être petit commerçant, on pouvait être miséreux également. Hein, on pouvait être libre et miséreux. Mais en général, ça durait pas longtemps. Parce que quand on était miséreux, c'est qu'on avait perdu tout ce qu'on avait. Et dès qu'on perdait tout ce qu'on avait, on rebasculait dans la situation d'esclave. C'était tout à fait réversible. Hein, la position entre l'homme libre et esclave, c'était une situation réversible. On pouvait passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Voilà. Donc tout était possible. Et à un moment donné, lorsque la démocratie a donc envahi les esprits en Grèce antique, l'esprit de la démocratie, eh bien, il y a beaucoup d'esclaves, qu'ils soient grecs ou d'ailleurs, et d'ailleurs beaucoup d'autres régions ont émigré, je dirais, vers la Grèce, pour aller chercher un statut qui ne soit pas celui d'esclave. Alors on nous dit oui, mais les Grecs avaient des esclaves. Oui, effectivement, les Grecs antiques, les oligarques avaient des esclaves, et tous ceux qui étaient dans la logique
démocratique souhaitait ne pas avoir d'esclaves et surtout, ils étaient obligés de conserver ce qu'ils avaient car on ne pouvait pas affranchir les esclaves, malheureusement, pour eux. Et donc, de ce fait, ben, les Grecs, ils conservaient les esclaves, et ceux qui arrivaient de la diaspora, qui venaient d'autres régions, venaient avec leurs habitudes et venaient avec leurs esclaves. Donc, ce qui a fait grimper le nombre d'esclaves en Grèce antique, ça n'est pas une injustice par laquelle les démocrates auraient dit qu'ils voulaient plus d'esclaves, mais qu'ils en avaient de plus en plus. C'était pas une hypocrisie, c'était simplement lié au fait démographique de l'apport de tout un tas de gens de l'extérieur de la Grèce qui venaient avec leurs propres esclaves et qui faisaient gonfler les statistiques des esclaves. Ce dont les oligarques d'ailleurs se moquaient volontiers, sans préciser pourquoi les choses arrivaient comme ça. Nous sommes là pour combler cette lacune et pour dire aux gens ce qu'il en était vraiment. Donc voilà, ça c'était la liberté. La liberté, c'était en l'opposé de l'esclavage, tout simplement. Et puis après, bon, effectivement, on est un homme libre par la pensée, on est un homme libre par plein de choses. On peut faire des sauts dans le temps, d'ailleurs, en pensant au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, lorsque les conquistadors ont envahi l'Amérique du Sud. Il y avait les Aztèques, il y avait les Mayas, il y avait différentes ethnies et différentes civilisations, et qui étaient toutes pas du tout accrochées au travail. Hein. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'ils faisaient pas 8 heures par jour, ni 10 heures par jour, ni 11 heures par jour. Ils faisaient quand ils avaient envie, et c'était justement des sociétés d'hommes libres. Et quand ils ont vu que les Espagnols souhaitaient les mettre au travail comme des esclaves, ils ont préféré se laisser mourir, voire même se suicider, quoi, hein, pour beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, suite à cet événement-là, l'Afrique a servi de réservoir pour aller chercher des vrais esclaves, en les dépaysant, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'ils n'aient aucun contact avec la terre à laquelle on les destinait, en l'occurrence l'Amérique du Sud, qu'ils n'aient aucun contact linguistique, qu'ils n'aient aucun contact génétique, qui est voilà, de façon on déportait, c'était le sens d'une déportation, c'est ça, hein, on a déporté toute une population africaine vers l'Amérique du Sud pour en faire des vrais esclaves, sans qu'ils aient la possibilité de se sortir de cette situation, puisqu'ils étaient automatiquement marqués par leur couleur. Donc on les repérait de loin. Voilà, on pouvait pas les confondre avec un autre, avec un Aztèque ou un Maya. Donc voilà, donc il y avait toutes ces choses-là sur la liberté. Donc la liberté, elle a fluctué. Et puis il y avait effectivement en France des libertés qui étaient données. Notamment dans l'Ancien Régime, parce qu'il faut bien parler de ça, hein, des libertés qui étaient données par le roi, hein, ou attribuées par le roi. Alors il y avait certaines prérogatives qui étaient données par le roi, et il en faisait un peu ce qu'il voulait, donc le bonheur du peuple, quand c'était possible, pourquoi pas, mais quand c'était moins possible, c'est-à-dire que le peuple n'avait plus à manger, en clair c'est ça, hein, il n'avait plus à manger, il n'avait plus à se loger, il n'avait plus à se chauffer. Quand il avait plus, dans les 3 colonnes, quand il n'avait plus rien, il demandait au roi de bien vouloir faire quelque chose. Alors effectivement, ça a eu lieu. Alors bon, voilà. Et puis il y a eu des spoliations. Alors, il y a eu par exemple qui ont généré la Révolution française en particulier. C'est ça. Hein, c'est que les juges, en particulier sous Louis XV, se sont attribués à un certain nombre de lots agricoles, et en particulier ce qu'on appelait les communs. Alors les communs, on va en reparler, puisque les communs, c'est le mot choisi par les Grecs anciens pour parler des biens communs. Ils appelaient ça les communs. Et les communs, c'était en français, autant enfin, on va dire à l'Ancien Régime, à tout l'Ancien Régime, eh bien, c'était ce qu'on appelle encore aujourd'hui les communaux. Donc, la racine étymologique, c'est exactement la même, et ça veut dire la même chose, les choses communes, quoi. Et les communaux, c'était quoi? C'était tout simplement les bois qui étaient autour du village. Chaque village avait droit de jouir de la perception du bois, des forêts pour chauffer, pour construire. Ils avaient ce droit-là qui était acquis, et il y avait un chef de village qui gérait tout ça. Voilà, et puis il y avait généralement une personne par village qui savait lire et écrire. Je rappelle que sous Louis XIV, l'apprentissage de la lecture et d'écriture d'ailleurs était obligatoire. Alors non pas, on n'avait pas l'obligation d'envoyer son enfant à l'école. Par contre, les frères jésuites avaient l'obligation de fournir une solution d'enseignement par village. Et c'était gratuit. Et oui. Alors c'était pas laïque, hein, mais c'était déjà gratuit et obligatoire. Donc il y avait toujours quelqu'un au moins dans un village qui savait lire et écrire. Et quand j'ai un jour entendu dans un feuilleton de Kaamelott, ça parlera à ceux qui connaissent, c'est un feuilleton télévisé sur M6, et il y a Léo Dagan qui dit à un moment donné, moi je vous préviens, hein, quand j'étais jeune, on m'a forcé à apprendre à lire et à écrire, et ben je souhaite ça à personne, quoi.
Et j'avais trouvé ça très marrant parce qu'en fait, on est parti du principe que sous la Révolution française et en particulier après sous la guerre de 14-18, les Français savaient tous lire et écrire, ce qui est très bien, mais ça leur a pas apporté la joie, ni le confort, ni quoi que ce soit de bien plus. Donc voilà, donc cette liberté n'était pas conquise et après ou pendant la Révolution française, pour rester sur la France, on a effectivement conquis des libertés sur la partie des gens, des nobles, hein, des nobles qui avaient usé et abusé de leurs droits. Certains étaient même carrément des mauvaises personnes, et puis d'autres avaient en tête, je dirais clairement, la responsabilité des êtres humains qui vivaient sur leur terre et dont ils étaient eux-mêmes responsables, ces êtres humains. Mais lorsque la révolution est venue, eh bien, en fait, il n'y a eu qu'une passation de pouvoir entre cette noblesse et la bourgeoisie qui a récupéré ce qu'elle voulait récupérer et qui a traité ceux qui étaient des êtres libres et qui arrivaient à se nourrir sous l'Ancien Régime en ouvriers sous-payés qui nous dirigent directement vers la misère dont la littérature est pleine, et en particulier au moment du 19e siècle. Donc voilà, donc la misère a été créée avec l'industrialisation, avec les progrès techniques, etc. Voilà, donc il n'y a pas eu d'un point de vue social, il n'y a pas eu de progrès du tout. Il y a eu au contraire un enfoncement. Donc la liberté, c'était juste la liberté de respirer, la liberté de pouvoir manger une soupe par jour. Et pour beaucoup de Français, c'était ça, hein, sans sombrer, je dirais, dans la misère, dans le misérabilisme. Donc voilà. Donc qu'avons-nous fait de notre liberté? Ben voilà, on a déjà essayé de la conquérir. On n'y est pas vraiment arrivé. On peut parler de la guerre de 1870, dont on sait que elle a aussi servi à se débarrasser de la présence du Second Empire. Mais c'est de là qu'on est passé à la fameuse République. Alors cette fameuse République devait nous garantir à nous Français un certain nombre de libertés, un certain nombre d'avantages, etc. En fait, ça a été un cache-misère. Et donc, c'est Monsieur Thiers qui a décidé qu'il fallait plutôt la République que la royauté ou que l'Empire, alors que c'était parti pour que ça revienne à la royauté. Ben, il a dit, réflexion faite, il vaut bien mieux qu'on soit en République, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et youpi youpla. Alors que quand on est en royauté, on a des devoirs envers ses populations. La République, non, on va faire voter la population et c'est elle qui va choisir son destin. Et quand elle défilera dans la rue pour râler, on lui fera remarquer qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse voter en toute liberté. Hein, voilà. Donc ça, c'est les détournements de sens, des choses, des manipulations qui ont été faites tout au cours du temps, à différentes étapes de l'histoire, en particulier 1870 qu'on vient de citer. Et puis voilà, et puis on est arrivé à la liberté des jeunes étudiants en 1968. Ceux qui étaient étudiants, ben, ils ont défilé dans la rue. C'était souvent à 80%, sans faire de sociologie de bas étage. C'était des fils de bourgeois, tout simplement, qui voulaient une liberté, jouir sans entrave, ce qui est encore un autre programme. Alors ça, c'était parallélisé avec la croissance démographique d'une part, et puis la croissance économique, le nombre de biens qui étaient mis sur le marché. Il y en avait de plus en plus. Et pour ça, il a fallu faire de la communication, de la publicité, et ces gens qui sortaient des universités avaient une compétence, voire même une appétence pour faire des slogans publicitaires. Alors, je vais pas tous vous les dire parce que ça serait un peu rasoir, mais sachez qu'il y a plein de jeunes gens qui étaient sur les barricades et qui ensuite se sont recyclés dans la publicité. Voilà, et on en parle encore aujourd'hui. Donc cette liberté, il faut la conquérir, il faut la garder, puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, ce qu'on voudrait dire, enfin, je vais laisser peut-être parler Sylvain et notre ami Jean-Pierre ici présent. Est-ce que vous avez à cette étape des choses à dire ou à contredire ou à compléter? Alors, à contredire, pas moi, j'ai rien à contredire. Je voudrais juste signifier quelque chose qui est répété, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la liberté suppose la connaissance. La connaissance rend libre. Par exemple, la connaissance de l'électricité a permis à chacun de s'éclairer. Donc, le fait d'aider le peuple à accéder à la connaissance de soi et de toutes les lois physiques et sociales permet au peuple d'utiliser sa liberté, dont on l'a privé majoritairement par ignorance, en le maintenant ignorant.
Et il me semble que notre fonction, c'est peut-être d'ouvrir des portes de réflexion qui permettent aux gens de réaccéder à la connaissance à laquelle, évidemment, chacun a le droit. Merci d'avoir entendu. Merci de nous avoir réorientés dans cette direction qui est majeure, c'est-à-dire qu'effectivement la science et la technique qu'on a mis en avant pour tout ce qui était la misère du peuple en disant que c'était à cause de ça que le peuple était misérable, ça serait passé à côté de l'essentiel ou de l'autre moitié qui consiste à dire la science et les techniques ont tellement progressé qu'on a pu commencer à voyager, que les gens ont pu découvrir un certain nombre de choses, le chauffage, qu'on a pu faire de l'acier, qu'on a pu fabriquer des armes, n'est-ce pas, de plus en plus létales, et qu'on a pu faire qu'on a même eu, je dirais, une avancée. On a cru à un moment donné qu'on avait fait une avancée médicale avec les vaccins, les machins, des choses comme ça. Bon, ça c'est encore un sujet un peu délicat. Mais il y a du progrès. Et le mot progrès, il date d'à peu près Louis XIV. Hein. C'est depuis Louis XIV qu'on a le sentiment d'aller vers une logique de progrès. Alors c'est quoi le progrès? C'est le progrès technique, essentiellement, dans l'esprit de ceux qui en parlent. C'est pas le progrès social. Alors les progrès sociaux, ils ont eu lieu avec les grandes grèves, avec des grandes manifestations, mais ils ont surtout été, je dirais, peu suivis d'effet dans ce qui concerne le bien de chacun. Alors effectivement, la sécurité sociale, effectivement les soins gratuits, effectivement les retraites. Bon voilà. Tout ça est vrai, mais dans des proportions qui sont, à notre sens, au sein du CNTFCH, insuffisantes, puisque nous proposons, nous, dans une logique de future gouvernance, nous proposons d'offrir à chaque personne de plus de 16 ans une manne de 2000 euros, hein, tout simplement, hein, donc le RVB. Alors effectivement, ça suffit pas à justifier un changement de paradigme, non, mais ça suffit pour rendre suffisamment le cerveau de chacun suffisamment libre pour ne pas s'inquiéter sur son propre avenir et sur celui de ses enfants. Et rien que ça permet de libérer l'esprit des gens, de les sortir de l'idée que pour respirer, pour manger, il faut travailler. Sinon, si on travaille pas, si on gagne pas sa vie, eh bien, on sera un mauvais enfant, etc. Et ça, c'est typiquement ce que l'oligarchie de ceux qui nous gouvernent veulent obtenir comme réflexe, c'est-à-dire qu'ils conditionnent les personnes jusqu'à s'auto-flageller, évaluer en disant si je suis feignant, si je suis feignant, je travaillerai pas et je gagnerai pas ma vie. Ce qui est important, c'est réussir sa vie ou réussir dans la vie. Alors justement, réussir sa vie, ça c'est quelque chose de c'est une question quasiment divine. Je ne sais pas ce que c'est que réussir sa vie, mais par contre réussir dans la vie, c'est quelque chose que je n'aime pas. Enfin, j'ai pas envie d'entendre ça, quoi. Je réussis qu'à ma manière à moi, dans ma vie à moi, mais me faire juger par des tiers sur des valeurs qui ne sont pas les miennes ou par des oligarques qui cherchent une seule chose, c'est de nous exploiter. Effectivement, non, j'ai pas envie de réussir dans la vie, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'une voilà. Que l'on propose, effectivement. Par contre, ce serait de la démocratie. Alors là, il y aurait quelques possibilités justement de vouloir s'investir pour réussir tous ensemble dans ce but-là, de devenir tous d'évoluer dans la démocratie tous ensemble, le peuple par le peuple. Exactement. Alors l'actualité nous rattrape et ce sujet, c'est pas un sujet choisi par hasard, c'est parce que si nous envisageons l'idée que demain, non pas par miracle, mais par redistribution naturelle ou voulue de certains politiciens mondiaux qui sont connus, il y avait une réaffectation de l'argent qui est en fait l'argent n'étant que la marque de la capacité à obtenir des biens. Cet argent va être redistribué. Et nous espérons vivement, nous, au sein du CNTFCH, nous regardons de très près les lois américaines et les progressions qu'obtient monsieur Trump dans les sondages et dans les rencontres qu'il fait dans le monde entier. Récemment, il était encore à Wall Street. Il est venu à l'inauguration de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a, à ce titre-là, eu un entretien très bref, mais apparemment très efficace avec monsieur Macron, qui le lendemain était en Pologne pour négocier avec les Polonais les conditions pas d'une reddition, mais d'un arrêt des hostilités en Ukraine. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait pas de mots assez durs, monsieur Macron, pour nous dire que monsieur Poutine n'avait rien à faire en Ukraine et qu'on allait envoyer des troupes, etc., etc.
Donc, les choses évoluent assez vite et cette redistribution de l'argent, c'est pas une utopie, c'est probablement quelque chose qui aura lieu, sachant que ça tient à une loi qui s'appelait le GESARA, hein, c'est une loi américaine, hein, qui n'a pas été appliquée parce qu'elle devait l'être, figurez-vous, au 11 septembre 2001. Ouais, je me trompe toujours dans les dates, je crois que c'est 11 septembre, oui, c'est ça. Hein. Au 11 septembre, c'est-à-dire le jour où les tours se sont écroulés, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette loi a été mise sous le boisseau. Et donc, voilà. Alors, ce qui veut dire que si jamais on était tous les uns les autres, imaginons que nous soyons riches. Alors, riches, à combien? Riches par rapport à qui? On va tout de suite se poser ces questions-là. Mais le but n'est pas de s'imaginer par rapport à qui ou de combien, mais c'est plutôt de quoi? Riche de quoi? Riche d'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Donc ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui. Et notre liberté va pouvoir nous donner des éléments pour répondre à cette question-là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de nous dire que, bon sang de bonsoir, ça va secouer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de 6000 brevets. Ça fait partie des choses du GESARA, hein, ce que je suis en train de vous dire. Il y a plus de 6000 brevets qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être délivrés et qui vont nous permettre de comprendre des choses comme l'antigravitation, c'est-à-dire que vous allez léviter comme un moine tibétain, mesdames et messieurs, qui m'écoutez. Comme dans Tintin au Tibet, on voit ce moine tibétain qui décolle et qui s'en va. Bon, la lévitation, c'est ça, mais ça, c'est de l'antigravité, quoi. Il y a l'antigravité et il y a des choses, l'énergie individuelle, c'est-à-dire qu'on va tous être capables de créer notre propre énergie. Alors adieu l'EDF, adieu les coûts cachés et les frais cachés qui partent à l'EDF et qui sortent de notre poche à chaque fois qu'on fait notre chèque à la fin du mois. Alors je dis l'EDF, ça a changé, c'est Energis maintenant. L'antigravitation, la nourriture naturelle et abondante, qu'on va pouvoir, je connais personnellement des gens qui savent faire de la nourriture abondante, naturelle, à moindre frais et voilà. Mais ils se cachent parce qu'ils veulent pas se faire assassiner, quoi. Oui, et aujourd'hui c'est ça, hein, c'est-à-dire que si on a de trop bonnes idées aujourd'hui, elles sont soit aspirées, siphonnées par l'oligarchie, soit on s'occupe de votre cas, comme on dit. Hein, donc voilà. Donc des idées, des solutions technologiques, techniques, il y en a plein dans plusieurs domaines, et notre liberté va nous permettre de les exploiter, de les mettre en œuvre. Voilà. Et ça va aussi faire en sorte de nous débrayer, de nous désolidariser du bien commun, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus être dans une notion de bien individuel. Hein, par exemple, l'électricité, s'il n'y a pas les centrales nucléaires, on peut pas en faire. Bon, d'accord. Mais est-ce que je peux en faire chez moi? Bah oui, je vais en faire chez moi de l'électricité, selon un procédé, pour l'instant, encore inconnu. Ah bon, très bien. Donc, je n'ai plus besoin de la centrale nucléaire. Donc, je ne suis plus dans le bien commun qui était la centrale nucléaire. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on va se désolidariser de ce lien obligatoire que nous avons avec le bien commun, donc dont l'énergie fait partie. Il y a l'énergie évidemment, il y a l'armée, il y a tout un tas quelques choses communes que nous partageons ensemble et sur lesquelles aussi bien comment dirais-je, la République que la démocratie, selon comment on entend l'un ou l'autre, sont chargés de nous faire exploiter, de nous faire travailler autour de ce bien commun. Voilà. Voilà en quoi la liberté va nous être rendue et à quoi elle va nous servir, car ça serait dommage d'être un peu comme ce perroquet dont nous avons ouvert la cage et qui, en guise de découverte du monde, va se percher sur le sommet de sa cage, quoi, et observe ce qu'il y a autour de lui, quoi, alors qu'il a des ailes pour voler, quoi. Nous aurons demain des ailes pour voler et nous ne serons pas des perroquets perdus, nous serons des perroquets gays, hein, si je peux gays. Oui, on a compris, des perroquets heureux. Joyeux. Voilà. Exactement. Des perroquets. Voilà, donc c'est un peu lyrique tout ce que je vous dis, mais ça nous renvoie vers en fait la fin de notre générique, que j'espère que mesdames et messieurs vous allez écouter après cette allocution. Dans laquelle nous disons quoi? Nous disons imaginons, c'est-à-dire que dès lors qu'on a de la liberté et qu'on a de la, comment dirais-je, qu'on n'est pas psychologiquement bloqué par des contraintes matérielles, eh bien, on devient imaginatif et c'est tout ce que ces messieurs ne veulent pas. C'est tout ce qu'ils ont envie de nous capturer justement. Hein. Donc nous, on va le garder pour nous, cette imagination, et on va imaginer, je laisse les auditeurs aller jusqu'au bout de cette émission et ils verront
comment on peut imaginer des choses merveilleuses et qui vont nous rendre notre liberté, ou comment notre liberté va nous permettre d'exploiter des choses merveilleuses. Voilà. Jean-Pierre, tu as levé la main tout à l'heure. Oui, par rapport à l'énergie. Alors, il faut savoir que dans les zones désertiques, il existe déjà des machines à cogénération pour fabriquer de l'électricité. On fabrique de la chaleur et de l'électricité. Ça existe aussi en Suède parce qu'il y a une maison tous les X kilomètres et qu'on peut pas se permettre de créer des lignes électriques. Donc ça existe, ces machines-là, elles sont fabriquées à grand coût parce qu'elles sont pas fabriquées en grand nombre. Et je n'ai jamais eu de réponse de la part de la de France, d'électricité, de France, etc. Savoir pourquoi on ne met pas des machines comme ça chez les privés. On pourrait très bien fabriquer de l'électricité à très faible coût, juste en fabriquant la chaleur des appartements et des maisons. Mais tout ça, c'est pas. Alors on nous vend des panneaux solaires, hein, des trucs qui favorisent certaines entreprises. Toutes les choses sont possibles à condition que le peuple s'assemble dans un lieu de bonne volonté et de partage des connaissances et des richesses pour se favoriser la vie. Tant que nous aurons des gens pour nous diviser et pour nous faire comprendre qu'il y a un ennemi sur Terre et que cet ennemi c'est le voisin ou c'est le pays d'à côté, ça pourra bien tenir. Donc, je nous invite à prendre la liberté de rêver d'un monde de coopération plus que d'un monde de concurrence. Merci d'avoir entendu. Très bien, merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose à cela? À cela, non, mais avant qu'on se quitte, peut-être rappeler l'adresse à laquelle on peut nous écrire. contact.info@conseilnational.fr. Très bien, merci Philippe. Alors, nous avons étudié ce sujet ce soir. Quoi faire de nos libertés si on inverse un petit peu les choses? Qu'est-ce que la liberté va faire sur nous? Eh ben, des gens heureux, tout simplement. Allez, excellent week-end à vous. Rendez-vous avec La France Libre, prochaine émission du Conseil national de transition français, canal historique. Lundi, après ce délicieux week-end, plein de liberté également. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellente soirée. Rendez-vous lundi.